Bonjour à tous, bienvenue sur lefigaro.fr. Voici ce qu'on pouvait lire sur Internet dans le site Le Bon Coin le 27 février dernier. Un médecin cédait gratuitement sa clientèle, plus exactement sa patientèle. Ça se passe dans le nord de la France. Alors, question que les médecins, alors que les médecins généralistes sont actuellement en congrès annuel à Paris, va-t-il falloir renoncer aux médecins généralistes? Pensez-vous qu'on puisse trouver une solution aux déserts médicaux? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #FigaroLive, #lesdécrypteurs. Et c'est la question qu'on va poser également à nos invités, au docteur Pierre Simon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes néphrologue, vous soignez les reins, très exactement. Vous avez été également conseiller de Roselyne Bachelot entre 2007 et 2010 lors de son passage au ministère de la Santé. Vous avez fondé la Société française de télémédecine. À côté de vous, Margot Bayard, bonjour. Bonjour. Première vice-présidente de MG France, le syndicat des généralistes. Et vous exercez dans le Tarn, dans une commune de 3900 habitants. Et vous allez passer d'un cabinet à une maison de santé. On va y revenir. Face à vous, Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Député UDI d'Eure-et-Loir. Et vous avez été nommé en février dernier rapporteur de la commission d'enquête sur l'égalité des soins. Vous avez 70 auditions au programme et votre rapport devrait être remis dans l'été. À côté de vous, Maxence Piton, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ISNAR-IMG, qui est l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est tout à fait ça. En tout cas, vous l'aurez compris, tous nos invités sont au cœur de la question. Ils sont à la fois les acteurs et sur cette question, ils seront ce matin nos décrypteurs. Dizaine d'années, il y avait encore 2 médecins sur le canton. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Allez. Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur. J'ai pas de trou dans mon emploi du temps. Du coup, l'éducation des patients est nécessaire pour éviter des consultations qui s'embolisent et des consultations qui ne sont pas toujours nécessaires. J'ai demandé aux agences régionales de santé de mettre en œuvre sur le territoire en organisant des permanences de soins opérées par d'autres professionnels de santé. Rebelle, lui, est jeune généraliste. Il explique son choix de ne pas aller dans ces zones-là. Les déserts médicaux resteront ce qu'ils sont. Je choisis en premier mon intérêt et celui de ma famille. Et on salue les internautes qui nous rejoignent actuellement sur lefigaro.fr, la page Facebook du Figaro. Vous pouvez poser vos questions, donner votre avis et surtout donner vos témoignages concernant justement cette question des déserts médicaux. On vous rappelle la question sur Twitter. Croyez-vous aux solutions contre les déserts médicaux? #lesdécrypteurs, #FigaroLive. Pour l'instant, vous êtes une majorité à répondre non. Est-ce que vous le saurez à la fin de cette émission? Eh bien, justement, c'est tout le débat. D'abord, une question, qu'est-ce qu'un désert médical? Philippe Vigier. C'est un mot qui s'est installé dans l'opinion publique. Derrière le mot désert, on imagine qu'il n'y a personne. C'est une réalité? C'est une réalité sur l'immense majorité du territoire français. Il n'y a pas la ruralité, où comme dans le reportage, on a vu que c'était resté 2 médecins, 1 médecin, et puis il n'y avait plus personne. Mais dans Paris, il y a certains quartiers dans lesquels il y a une désertification médicale. On va y revenir. Non, mais pour bien expliquer que, vous savez, souvent on oppose les métropoles, le monde rural et les petites villes. Non, là, pas du tout. L'ensemble du territoire métropolitain, en dehors de quelques exceptions, il y a une difficulté d'accès aux soins. Voilà le mot désert médical. Difficulté d'accès aux soins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez dans une ville et qu'on vous demande naturellement d'avoir un médecin référent, on vous dit non, je ne peux pas vous prendre parce que, malheureusement, je n'ai plus de place tellement ma patientèle est importante. Et ça se traduit comment, ça? Pour un spécialiste, c'est des fois 12 mois, 18 mois d'attente. Moi, je viens de la région Centre et Val-de-Loire. En dehors de la ville de Tours, partout, c'est le désert médical. Et vous pouvez, comme cela, aller un peu partout sur le territoire français. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est que du fait même que la médecine de ville n'arrive plus à capter les demandes des patients, eh bien, on a un engorgement de l'hôpital, et notamment des urgences. Et vous voyez, alors, ce matin justement, même, on va revenir. Je veux dire, mais très justement important, sur cette question, dans le marasme actuel des hôpitaux. Je vous coupe parce que là, on ne va pas aller tout de suite dans les hôpitaux. On va justement quand même rester sur cette question de l'accessibilité aux soins, justement pour les médecins. Lié.
On a bien compris. J'espère qu'Isabelle a la réponse à cette question déjà, puisqu'elle demande qu'entendez-vous par déserts médicaux? On vous salue. Et Anne demande que fait le gouvernement? Jenny, elle, a mis le problème sur la question de la Sécu. Supprimons le monopole de la Sécu. On va revenir sur ces questions-là. Pierre Simon, est-ce que vous avez la même définition que Philippe Vigier? Oui, on ne va pas pinailler sur le terme. Je pense que c'est une question d'accès aux soins avec plusieurs, je dirais, raisons. D'une part, et je salue d'ailleurs ce que font nos jeunes générations, ceux qui veulent avoir une vie privée, ça a très bien été dit dans le reportage. Donc il y a une diminution du temps médical consacré à la population. Il y a d'autre part, des médecins qui accumulent plusieurs patientèles avec le départ, disons, des médecins qui ne sont pas remplacés. Et il y a surtout, et je crois que c'est ça le phénomène sociétal, il y a une demande de santé, je ne dirais pas de soins, une demande de santé qui est en pleine explosion, avec notamment une société qui devient immédiate, c'est-à-dire qu'il faut répondre immédiatement à une demande. Alors, ce que vous êtes en train de dire, finalement, c'est que peut-être il y a un phénomène de désert médical qui est dû par l'augmentation de la demande de santé. Mais est-ce qu'il y a, Margot Bayard, en tout cas dans ce que vous observez dans votre syndicat et vous, dans votre cas concret, une diminution de l'offre de soins et de santé? Je pense que la question de l'offre de santé est une question avant tout d'organisation. Notre métier a beaucoup évolué. En 15 ans de temps, on est passé de pathologies simples, on répondait à l'aigu, il y a eu l'apparition des maladies chroniques, le problème des... par exemple, type de maladies chroniques? L'inflation des diabètes, le vieillissement des populations avec les multipathologies, les problèmes cardiaques, les problèmes cardiovasculaires, voilà, toutes ces pathologies chroniques qui, avec le vieillissement de la population, sont apparues, avec les modes de vie qui ont changé, la sédentarité, et donc ça demande beaucoup plus de temps, ça demande de l'organisation. Donc je dirais que l'offre de soins, certes, s'est raréfiée par rapport à la réponse que l'on peut donner. Une offre de soins qui se raréfie par rapport à une demande qui augmente, c'est ce que vous avez également observé, ce que vous observez, vous, de votre côté, chez les jeunes généralistes? Oui, effectivement, vous parliez tout à l'heure d'accessibilité, c'est vraiment on est vraiment sur cette problématique-là. C'est un problème d'accessibilité, de répartition des différents professionnels de santé et qui se sont posés finalement suite à des changements sociologiques importants qu'on a eus dans notre société, à la fois pour les médecins, pour les professionnels de santé, mais aussi pour les populations. Eh ben, on a des médecins qui tendent à travailler moins pour travailler un peu mieux, qui tendent aussi à avoir une vie privée, et on en parlait tout à l'heure, et notamment il y a eu un énorme changement qui fait qu'aujourd'hui le médecin seul qui exerce avec son conjoint sans emploi qui lui fait son secrétariat, ça n'existe plus. Et donc, est-ce que vous dites également, c'est que le médecin qui commence à 7h30 du matin et qui finit à 9h le soir en consultation chez le patient, en campagne, c'est terminé aussi? Ça existe encore, mais il faut avoir des organisations. En fait, on est en train de revoir les organisations entre les différents professionnels. Et c'est pas la même personne qui va faire. En disant, venez chez nous. Voilà, ça ne sera pas systématiquement le même médecin qui assurera la permanence de la continuité des soins tous les jours, tout le temps sur l'amplitude horaire. Juste, ça pose pas un problème justement avec la notion de médecin référent? Non, ça pose pas de problème parce qu'aujourd'hui on a des outils numériques qui nous permettent d'avoir des dossiers qui sont partagés, et finalement aujourd'hui on a un médecin traitant, mais les patients sont suivis par une équipe de soins. Et on a vraiment cette notion d'équipe qui fait que ça fait partie des organisations des parcours de prise en charge qu'il faut qu'on revoie parce qu'il faut s'adapter aussi aux nouvelles pratiques. On y reviendra notamment dans la deuxième partie, mais juste un petit mot. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le docteur Simon. Tout a évolué. Ils veulent travailler 35-40 heures. Une grande féminisation de la profession, il faut le dire aussi. Et un autre élément qui est très important. À l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Mais le nombre d'heures travaillées est inférieur, vous le disiez très bien, madame, parce que la population a augmenté. Mais ça, personne n'en parle sur les référentiels par rapport à il y a 15 ans. Et donc, ça veut dire que je suis d'accord qu'il y a un médecin référent, s'il n'est pas là, un autre prend en charge. Mais accordez-moi que les transferts du dossier par le numérique, c'est encore le balbutiement. C'est le balbutiement. On va y revenir. Juste, je voudrais quand même qu'on jette un coup d'œil. Je vous donne la parole tout de suite, Pierre Simon, mais un coup d'œil justement à la carte des déserts médicaux. Également un mot des internautes, Nathalie, qui dit qu'il faut arrêter de taper sur le gouvernement car c'est les médecins
qui sont les actionnaires des hôpitaux par le gouvernement. Et Isabelle nous dit qu'il faut reconnaître aussi que les jeunes médecins se tournent plus facilement vers des spécialités plus lucratives. On y reviendra justement. Ce qui est très marquant dans cette carte, justement, vous êtes à côté, Margot Bayard et Pierre Simon, c'est que ce sont vos régions, l'Occitanie et la Bretagne, qui sont les plus touchées. Est-ce que vous le ressentez et est-ce que vous avez une explication ? Alors, est-ce qu'on le ressent ? Oui, dans le cadre de l'inflation, effectivement, moi je me suis refusée toujours, pour des nouveaux patients, à refuser de les prendre comme médecin traitant. Et effectivement, je commence à me poser des questions parce qu'on a un afflux énorme. Je pense que je reviens à la région Occitanie par rapport à l'organisation, a mis du temps dans le cadre de l'investissement des maisons de santé, donc un peu de retard, ce qui est peut-être un des éléments. Je pense qu'il y a certains départements qui plombent certainement ce problème de démographie. Je pense en particulier à des départements très ruraux comme la Lozère, contrairement à notre département comme l'Aveyron, qui est un département très dynamique où il y a plus de demandes que d'offres finalement. Donc, comme quoi, et l'Aveyron est un département qui s'est énormément organisé, où les conseils départementaux, le conseil général, ils se sont mis tous ensemble pour faire l'accueil des internes. Donc, ça a été un des éléments moteurs pour l'installation. Donc, et voilà, comme quoi le problème de la géographie n'est pas un problème par rapport à l'attractivité des territoires. Pierre Simon. Oui, moi je voulais dire que nous sommes dans deux mutations. À la fois la mutation générationnelle de l'exercice de ce métier, et il est vrai qu'en Bretagne, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de médecins qui sont de la génération qui ne s'intéressent pas aux solutions numériques que de médecins qui s'y intéressent. Donc aujourd'hui, comme dans beaucoup de pays, et ce n'est pas impropre à la France, je pense que la fin de la mutation générationnelle interviendra vers 2030. Et donc, nous aurons une nouvelle génération de médecins. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que dans l'augmentation du besoin et de la demande, il y a les maladies chroniques. Il ne faut quand même pas l'oublier. Nous avons fait notre transition épidémiologique au milieu des années 80. Qu'est-ce que ça veut dire une transition épidémiologique ? C'est qu'on passe de la maladie aiguë à la maladie chronique. La maladie chronique devient supérieure en termes de demande à celle de la maladie aiguë. Et aujourd'hui, nous sommes à 70% de demande de maladies chroniques et 30%, 25% de maladies aiguës. Et donc ça change complètement l'organisation en des clair, soins. docteur Simon, ça veut dire que la maladie aiguë, c'est par exemple la grippe que vous pouvez avoir à un moment très fort. Bien sûr. Et la maladie chronique, c'est effectivement, comme vous disiez, le diabète. C'est des maladies du vieillissement. On a une espérance de vie qui n'a cessé de progresser depuis 20 ans, 30 ans même. Et donc, on voit apparaître ce qu'on appelle les maladies dégénératives du vieillissement qui s'accumulent. Il faut rappeler qu'une personne de 85 ans cumule en moyenne 8 maladies chroniques. Et elle se trouve dans les établissements qui sont les EHPAD. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à la population la plus malade, environ 1 million de personnes qui sont dans les EHPAD. C'est celle qui a le moins d'accès aux soins. Parce que l'organisation n'est pas du tout... et elle est hospitalisée en permanence dans les hôpitaux, ce qui explique l'encombrement des urgences. Alors, Philippe Vigier, Macabronito nous dit, qui est un internaute régulier du Figaro.fr, nous dit « Perdre des médecins ne veut pas dire devenir un désert médical. Le nombre de médecins par habitant serait une carte plus adéquate, je pense. » Non mais, attendez. Vous venez de le dire sur les EHPAD. La situation est dramatique. Si je prends ma commune, on a un EHPAD de 84 lits avec 12 lits d'Alzheimer. J'ai un médecin qui est là 4 heures par semaine. C'est pour ça que tout à l'heure, au début de l'entretien, j'ai fait le lien immédiatement avec l'hôpital. Vous savez, on a tous été alertés par les radios, par les chaînes d'infos, sur des attentes de 3 heures, 11 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures dans des urgences. Et tout est lié parce qu'il faut organiser la médecine de ville, inventer une nouvelle médecine. Et là, on est d'accord. Les maisons de santé sont un début de réponse, mais ne suffit pas. Parce qu'on gère de la pénurie. Nous avons fait, un maillage des maisons de santé pluridisciplinaires. On est en train de faire venir la fibre optique et donc le très haut débit. On en parlera dans le cadre de la télémédecine, c'est une de mes marottes. Et comme Monsieur le Président que devant moi, on va pouvoir aller... Mais je veux dire par là, ce qui est très important, c'est que ceux qui n'ont pas été confrontés à des situations d'urgence, par exemple une maman qui a un bébé, qui à 11h du soir commence à avoir de la fièvre, actuellement, il n'y a plus qu'une seule solution, ce sont les urgences. À Paris comme en province, partout sur le territoire. Parce que lorsque j'ai démarré, parce que moi je suis un professionnel de santé, lorsque j'ai démarré, il y avait des gardes du médecin tous les soirs. Très bien, c'est terminé. On peut les comprendre, et c'est normal. La vie évolue et la vie change. Donc, inventer cette nouvelle médecine, c'est faire en sorte que cette prise en charge 24-24, on la réorganise. Et on la réorganise par un lien, une fois que j'y reviens, entre la ville et l'hôpital, pour une seule raison. On ne l'a pas dit dans le sujet.
Pourquoi il y a aussi peu d'installations de jeunes médecins dans la sphère privée? Moins de 1 sur 10, on est à 0,93 sur 10. Ça veut dire qu'il y a un problème d'attractivité, un problème de surcharge administrative, un problème de mise en réseau. C'est ce que Et nous donc, dit tout cela doit être Valjean. appréhendé. Est-il normal de passer un tiers de son temps à remplir ou gérer des papiers plutôt que de soigner? Inflation. Voilà, une remarque de très bon sens, non. Alors, pour faire de la médecine. Juste, je voudrais effectivement quelque chose, vous montrer, vous faire écouter, entendre ce témoignage qui corrobore un petit peu ce qu'on dit. D'abord, on a vu tout à l'heure dans la carte que l'un des endroits où il y a eu le plus de pertes de médecins généralistes, c'est également la région parisienne. Donc, on voit bien que le phénomène de ce désert médical n'est pas simplement un phénomène rural. Et je vous propose d'écouter d'ailleurs ce témoignage de ce médecin qui a été recueilli au congrès des médecins généralistes par Élodie Bougoin. Yannick Schmitt, je suis médecin généraliste installé à Lingolsheim, en banlieue de Strasbourg, depuis 3 ans. C'est un quartier populaire en rénovation urbaine, donc un quartier prioritaire politique de la ville. Alors c'est une tour de 15 étages, donc au milieu d'un quartier effectivement très dense en termes de population. C'est pour le coup un vrai désert médical, puisque dans la commune d'à peu près 18 000 habitants, il y avait 15 médecins généralistes, sauf que les personnes habitant dans ce quartier ne faisaient pas le kilomètre ou le kilomètre 5 qu'il leur fallait pour accéder aux médecins généralistes du reste de la ville, on va dire. Donc il existe des vrais déserts médicaux dans des zones très peuplées et qui passent complètement sous les radars du zonage actuel des ARS, par exemple. La zone en question n'est pas du tout identifiée comme un désert par les pouvoirs publics, donc du coup on n'a droit à rien. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas encore obtenu gain de cause, donc on continue à demander à ce que les aides à l'installation concernent également ces territoires-là. Philippe Vigier, ça va être une zone précisément de vigilance pour vous dans votre travail de parlementaire sur ce que dit... Absolument, et ça me permet de dire une chose, et vous l'avez dit, Madame Pour-Laveyron, je connais un tout petit peu cet exemple, bien moins que vous. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises par des collectivités, par l'État. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes, je vous invite à le lire. Ce n'est pas uniquement par l'argent qu'on fera en sorte que les médecins s'installent. Ils veulent de la reconnaissance d'abord de la mission. Pardon, je vous coupe. On a l'impression que parfois c'est par l'argent que ça se fait. On va y revenir dans la deuxième partie. Et surtout qu'il va y avoir un problème financier qui est posé justement par le vieillissement de la population et qu'on va vouloir régler un certain nombre de problèmes comme ça par rapport aux personnes âgées. Pour parler très clairement, on dit les vieux coûtent trop cher. Vous avez raison, c'est ce que souvent dit, alors que ce sont des hommes et des femmes qui méritent reconnaissance et dignité. Ils ont travaillé avant nous. N'oublions pas. Donc, simplement, je reviens là-dessus. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'initiatives ont été prises par l'État, par les collectivités, je reviens là-dessus, mais surtout, et vous l'avez très bien dit, au travers de l'exemple du fait que maintenant, 70% des patients, on les voit pour des maladies chroniques. Les erreurs d'aujourd'hui que l'on paye sont des erreurs de gouvernance il y a 20 ans et il y a 10 ans. Il y avait la grande époque où il fallait baisser le numerus clausus. Vous savez, le nombre d'internes, le nombre de médecins qui vont être formés. C'est très important. On avait diminué par 2. Oui. On a même encouragé, à la fin des années 2000, avec le fameux MICA, on a dit à des médecins, partez plus vite, braves gens, partez, on n'a pas besoin de vous. Voilà ce qui a été fait. Ensuite, on a même allongé les études de médecine. On était à 7 ans, dépassé à 9, et les syndicats internes souvent me disent, ça serait bien qu'on puisse aller plus loin, aller jusqu'à 10 années. Donc, en fait, on s'est donné tous les moyens pour créer une implosion, je dis bien une implosion du système de santé, et enfin, surtout, l'attractivité de la carrière. Pardonnez-moi, 25 € la consultation. C'est même pas le prix d'une coupe de cheveux. Et on peut y passer une demi-heure, être devant une pathologie chronique. Il y a derrière un bagage de 8-10 ans. Quand est-ce qu'on commencera à payer, à rémunérer nos médecins convenablement? Et enfin, le dernier mot qui est le pire pour moi, c'est qu'il y a des jeunes garçons et jeunes femmes qui vont se former à l'étranger, dont les parents payent cher, en Roumanie par exemple, qui ne reviennent pas avec les mêmes niveaux de diplôme. Les scolarités coûtent 10 000 €, alors qu'en France, c'est quasiment gratuit. Et ces gens-là viennent s'installer sur notre territoire avec moins de compétences. C'est un échec pour un pays qui ne sait pas préparer les hommes et les femmes demain qui prendront en charge la santé. Sachant que je rappelle juste un mot, dans le préambule de la Constitution française, parce que vous savez qu'il y a une réforme constitutionnelle qui arrive, c'est l'accès aux soins qui est indiqué. Merci Philippe Vigier pour toutes ces précisions. Maxence Piton, je vous redonne la parole. Mais je voudrais qu'on écoute ce témoignage d'internaute du Figaro qui a été recueilli par Juliette Saint-Jean justement sur la problématique à la fois de ceux qui souffrent des déserts médicaux et de ceux qui ne veulent pas s'y installer. On écoute. Rebelle, lui, est jeune généraliste, marié, 2 enfants, une épouse qui est cadre. Il explique son choix de ne pas aller dans ces zones-là. Les revenus de la pratique médicale ne nous permettent pas de nous passer de 2 salaires. Si je m'installe dans un village, ma femme ne trouvera pas de travail. Dans 10 à 12 ans, mes enfants seront étudiants et habitant à la campagne, je devrais leur louer un logement dans une ville de faculté.
Or, on ne me propose des postes que dans des grandes villes, partout, car bien des confrères issus du baby-boom partent à la retraite. Et là, ma femme trouvera du travail et lorsque mes enfants seront étudiants, ils resteront à la maison. Mon calcul est simple, je m'installe dans la grande ville. De plus, les loisirs y sont abondants. Pas besoin de plusieurs voitures car métro et bus. Mon choix est fait, les déserts médicaux resteront ce qu'ils sont. Je choisis en premier mon intérêt et celui de ma famille. Et selon Michel, il faudrait réfléchir à d'autres solutions. Dans le temps, il existait des dispensaires dans les communes. Ils ont été fermés. Pourtant, aujourd'hui, ils auraient vraiment l'utilité de désengorger les urgences. On ne va pas revenir tout de suite sur la question des dispensaires, on y reviendra peut-être dans une deuxième partie. Juste, je voudrais réagir sur ça, Maxence Piton. Le désert appelle le désert, finalement. Non, effectivement, là, ce témoignage, il nous montre qu'on est vraiment sur un problème d'attractivité. La question de la rémunération, c'est pas uniquement... Voilà, ça, l'argent n'est pas simplement le problème. Tout ne se réglera pas par la question de la rémunération. Aujourd'hui, on a des médecins qui sont prêts à travailler moins, à gagner moins, pour avoir une meilleure qualité de vie. Par contre, effectivement, je l'évoquais un peu en introduction, on a aujourd'hui des médecins qui ont un conjoint qui a une activité professionnelle et dans le territoire où il va s'installer, où il va s'implanter, il faut que ce conjoint puisse avoir des perspectives professionnelles. Il faut également qu'on puisse avoir accès à des services pour les enfants, pour avoir une vie culturelle, une vie en dehors du cabinet finalement. Et là-dessus, il faut... On a un réel enjeu d'attractivité et d'accompagnement des professionnels. Et nous, ce qu'on demande quand on demande des aides pour s'installer, c'est pas systématiquement des aides financières, mais c'est aussi des aides logistiques d'accompagnement, avoir un référent comme ils ont fait dans l'Aveyron, un référent qui connaît son département, qui connaît son territoire, qui sait où il y a des besoins et qui peut orienter les jeunes médecins et les accompagner dans leurs projets. Alors, est-ce qu'on peut dire, comme justement JLR sur Figaro.fr, les jeunes médecins, finalement, ne veulent plus s'installer en campagne? C'est vrai? C'est pas tout à fait vrai. On avait réalisé une enquête sur les souhaits d'installation des futurs médecins généralistes qui remonte un peu, qu'on est en train de mettre à jour, mais elle avait été faite en 2011. Et 80% des internes de médecine générale nous disaient qu'ils voulaient s'installer et qu'ils voulaient s'installer en dehors des villes, typiquement à la campagne. Oui, pour moi, le problème de l'installation, c'est la question, moi je suis maître de stage, c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on propose aux jeunes. Ils ne veulent pas s'installer tout seuls. Vous avez montré en préambule le film qui montre une médecine qui n'est plus la médecine générale. Ce n'est plus du tout cela. Donc les jeunes, ils veulent bien s'installer, ils ne veulent pas travailler 70 heures, ils veulent travailler 40 heures, ils ne sont pas fainéants du tout, ils sont très investis. Moi, j'ai des jeunes qui commencent à 8 heures avec moi et qui finissent à 8 heures. Sur ce témoignage, peut-être, effectivement, enfin, moi, j'ai un ressenti, je suis maître de stage et je participe. Je crois que ce qu'ils veulent, c'est une qualité de vie et une qualité de travail. Or, il y a non seulement ce que vous avez dit sur les différents plans, mais il y a aussi un tas d'éléments qui ne se sont pas adaptés. La formation des étudiants ne s'est pas adaptée au nouveau métier de médecin généraliste. La formation et l'accompagnement à la mission d'entreprise. Être médecin généraliste en libéral, c'est gérer une entreprise. Et gérer une entreprise, c'est un vrai métier. On n'est pas du tout formé là-dessus. Ils ont peur. Je voudrais juste qu'on regarde un dernier chiffre avant justement d'évaluer les alternatives. C'est celui du nombre de médecins généralistes en France et c'est celui du nombre de spécialistes. On voit que le nombre de généralistes reste supérieur, mais il est très nettement en baisse par rapport à celui... il est très nettement en baisse, alors que celui des spécialistes augmente. Isabelle nous dit qu'il faut reconnaître aussi que les jeunes médecins se tournent plus facilement vers des spécialités plus lucratives. Oui, c'est toujours l'histoire de la qualité de vie. Si à nombre d'heures égales, vous gagnez 1,5 fois plus ce que gagne un généraliste, avec des conditions d'exercice qui sont vraiment très difficiles. On gère l'ingérable. Des patients complexes sans moyens, honnêtement, j'ai l'impression tous les jours de gérer l'ingérable. Donc forcément, il y a un moment donné, ça ne devient pas attractif. Donc je crois que l'attractivité... et je vais revenir sur le sujet de la désertification, qui est soit on se lamente là-dessus et on essaye, et notre vision, nous avons peur, nous, généralistes, et en particulier MG France, ce qu'on constate, c'est qu'on dit, on va prendre ça aux généralistes, on va prendre ça, on va faire ce boulot-là, on va le faire faire par un tel, ce boulot-là, on va le faire faire par un tel. Est-ce que vous pensez que ça va améliorer l'attractivité? Non. Soit on en fait un levier
un vrai levier en se disant positivement, ben oui, on va faire un levier pour l'organisation des soins. Et une vraie organisation des soins, mais organisation des soins primaires. On a concentré depuis des années... Qu'est-ce que vous appelez les soins primaires ? Les soins primaires, ben c'est les soins de premier recours. C'est le médecin généraliste, l'infirmière, le pharmacien, le kiné, les autres professionnels de soins primaires. Un parcours organisé. Les différentes lois, elles ont défini quoi ? Depuis des années, depuis 10 ans. Elles ont défini le médecin traitant. Voilà, médecin traitant, celui qui coordonne le parcours du patient. Elles ont défini les missions du médecin traitant. Après avoir défini les missions du médecin traitant, le parcours autour du médecin traitant, maintenant on a défini avec la loi de santé de Marisol Touraine, défini les équipes de soins primaires coordonnées autour du médecin traitant et les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont en train de se mettre en place. Regardez dans la région centre, qui est une région effectivement de désertification, les professionnels de soins primaires ont pris l'initiative de s'organiser en CPTS. Et c'est ça qui permettra de donner la réponse aux problématiques de désertification. Faisons-en un levier et pas une complainte pour diminuer encore les fonctions du médecin traitant. Alors justement on va regarder un petit peu ces alternatives et revenir à la télémédecine dont le docteur Simon est l'un des pionniers en France. On va revenir également sur le plan qu'a présenté le gouvernement, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, à Chalut le 13 octobre dernier en Haute-Vienne. Il y a un certain nombre de dispositifs, de mesures qui ont été annoncées. Je vous propose d'écouter déjà la ministre de la Santé sur l'une des mesures phares. On a, dès notre arrivée au gouvernement, lancé un plan spécifique pour lutter contre les déserts médicaux. Et ce plan comprend des mesures très pratiques que j'ai demandé aux agences régionales de santé de mettre en œuvre sur les territoires en organisant sur chaque bassin de vie, sur chaque territoire dans lequel il y a cette désertification médicale, en organisant des permanences de soins opérées par d'autres professionnels de santé. Les études pour devenir médecin sont quasiment gratuites, nous dit cet internaute. Imposer en contrepartie une obligation de 36 mois en province pour chaque médecin serait une solution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre de Agnès Buzyn ? Dans une situation où nous sommes dans une perte d'attractivité, est-ce que vous pensez que la coercition est d'obliger des professionnels à s'installer dans des endroits où ils n'ont plus rien, mais ils quitteront encore plus l'exercice, ils s'installeront encore moins ? Pierre Simon, vous seriez partant pour aller faire la permanence dans une maison de santé ? Moi, je suis un médecin hospitalier. Mais pourquoi pas mais attendez, je pense que vous avez fait un excellent diagnostic du sujet dans la première partie. Et donc, maintenant, quelles sont les alternatives ? Puisque je pense que nous arrivons à cette séquence. Oui. Donc, si on prend les éléments multiples qui constituent le diagnostic actuel de l'accès aux soins, il y a quelques réponses qui sont apportées par la télémédecine. Bon, ce n'est pas la panacée pour toutes les réponses, mais je vais en donner quelques-unes. La première réponse, c'est que, comme on l'a dit initialement, il y a une demande de santé qui a explosé. Je pense que depuis l'arrivée du smartphone en 2007, je dirais que nous sommes passés progressivement dans la société de l'immédiateté. Et donc aujourd'hui, le mode de vie sociétal fait que quand on a besoin d'un médecin, la société actuelle ne comprend pas qu'on ne puisse pas joindre immédiatement un médecin. Donc c'est le besoin de l'immédiateté. Comment y répondre ? Aujourd'hui, nous avons des propositions qui ne sont pas propres à la France, qui ont été utilisées depuis 15-20 ans en Suisse, en Angleterre, en Suède et dans d'autres pays, c'est les plateformes de téléconseil médical. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de téléconseil médical ? C'est répondre à une demande immédiate pour rassurer, orienter et puis permettre à la personne qui demande de dire « écoutez, le problème… » Alors, il faut que ce soit tenu par des gens qui ont de l'expérience. C'est pas une… disons… qu'on appelle le 15, parce que parfois… Mais non, mais je distingue les plateformes de télé… Alors, le 15… On va rapidement, disons, l'évacuer. Il y a 31 millions d'appels par an, il y a moins de 1 million d'urgences vitales, il y a 60% de téléconseils par le 15. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la mission. Donc ça permettrait de désengorger le 15. Absolument. Et donc il suffirait d'avoir un smartphone et appeler justement une plateforme de santé. Une plateforme de téléconseil qui va permettre de rassurer, d'orienter et de dire… Écoutez, je prends l'exemple de la Suisse. Ça fait 20 ans que la Suisse a mis en place la plateforme de téléconseil avec l'accord des assureurs. Et ça marche ? Et ça marche très bien. C'est-à-dire que
C'est pas organisé pareil Oui, non mais moi le téléconseil, je partage complètement, mais ce qu'il faut, c'est que ce qui aura du sens, c'est de le mettre en proximité. Ce que je disais au docteur Simon tout à l'heure, moi vous me mettez des possibilités de libérer 1 heure le matin pour faire du téléconseil vis-à-vis de ma patientèle, je sais tout de suite qui m'appelle. Je fais beaucoup de pédiatrie. Les enfants, donc les mamans qui vont m'appeler, je vais donner un conseil, je vais éviter des consultations. Donc je vais libérer du temps, 30% de mon activité, je vais la libérer. Début d'après-midi, en début d'après-midi, les retours de crèche, etc. Ça va être possible. Si vous déconnectez, ce que je veux dire à travers ça, c'est si vous mettez encore des plateformes, des choses qui éloignent, ça va donner de la distance, ça va augmenter la complexité. Recréons du lien et de la proximité. C'est ce qui donne du sens aux soins, de l'efficience, de la pertinence et de l'économie. Voilà, donc le téléconseil, oui, Docteur Simon mais et en ensuite proximité. Philippe Vigier. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y ait une organisation de téléconseil Locale. par patientèle. Je pense Ou que sur les CPTS, ou sur les organisations, sur les organisations locales. Quand je parle de plateforme de téléconseil, je pense au territoire de voilà, santé. sur le territoire. Sur le voilà, territoire. tout à fait, avec les professionnels, organisés par les professionnels. C'est ce que dit d'ailleurs cet écrit. Il faut assurer aux médecins ruraux de bonnes conditions de travail. Ils ne sont pas là pour pallier au manque. Si on arrivait déjà à monter une plateforme départementale, ou dans les très gros départements, pour en faire 2 ou 3, avec les CPTS, puisque vous en parlez, vous voyez, la première de mon département, c'est créé chez moi. Vous pouvez redonner la traduction, s'il vous plaît, parce que c'est comme les Communauté militaires, professionnelle, les communauté professionnelle de territoire de santé. En clair, communauté professionnelle de territoriale de santé ou de territoire de santé. En clair, nous, ce sont 220... C'est un peu techno, mais vous savez bien qu'il y a des sigles partout. Bien. Donc, en clair, ce sont des professionnels qui vont travailler en réseau, qui mettent leurs compétences en réseau et qui se voient régulièrement, qui font des staffs. Bref, c'est la meilleure prise en charge du patient. Pour cela, vous voyez, c'est tout simple. Comment ça tourne, un truc comme ça ? Il faut un peu d'argent. Mais vous voyez, on fait la manche. On est en train de leur trouver 40 000 €. Il faut un animateur d'une communauté. Cette communauté, elle rassemble plus de 200 professionnels de santé. Déjà, les généralistes ou ceux qui ont monté tout ça, ils l'ont pris sur leur temps. Donc, si on veut que ça vive, il faut mettre un peu de moyens. La deuxième chose, le docteur Simon a raison, je vais prendre l'exemple des urgences pédiatriques. Mon gendre est spécialisé là-dedans, dans le centre de la France. Et il me confie encore il y a 3 jours que 90% des urgences pédiatriques à Clermont-Ferrand ne sont pas justifiées. Donc, cette fameuse plateforme pourrait être un élément, ou alors la télémédecine peut être également un élément. Donc, il est grand temps. Je dis bien, il est grand temps. Mais madame, j'ai répondu, je voudrais simplement dire un mot par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous êtes prête à passer 1 heure au téléphone avec vos patients parce que vous les connaissez bien et vous avez raison. Qui connaît mieux ses patients que le médecin généraliste et la porte d'entrée ? Mais pour que vous fassiez cela, il faudrait qu'on ait un peu plus de médecins qui viennent dans le privé. Et je dis aux internes, je dis qu'il faut mieux leur faire découvrir. Vous avez raison, l'accompagnement. L'accompagnement, les collectivités ont fait du boulot. Vous savez, venez chez moi, vous serez pas malheureux. L'accompagnement, c'est quoi ? Vous arrivez, bonjour, moi je vais vous dire comment on fait chez nous. On a une maison médicale, on va parler pragmatique, c'est 250 € par mois de loyer, et vous avez un cabinet de 30 mètres carrés, avec la salle d'attente et avec un secrétariat partagé qui vous coûte très peu d'argent. Deuxièmement, une vie associative. Vous aimez faire quoi ? On a 100 associations qui sont prêtes à vous accueillir. Vous parlez des enfants. Moi, j'ai la chance, à 10 km de chez moi, il y a un lycée. Il est parmi les 3 premiers de la région centre. Ça veut dire qu'en clair aussi, on stigmatise un peu les territoires. Et je voudrais dire à cet internaute de tout à l'heure, vous voyez, moi, je viens de ma province pour venir sur ce plateau. J'ai mis 2h15 pour faire 120 km. J'ai 5000 personnes qui, tous les matins, prennent le train dans ma circonscription pour aller bosser à Paris. Donc, les conjoints, on les aidera à trouver du boulot localement. Il ne faut pas stigmatiser. Mais quand vous habitez à Paris intramuros, votre conjoint, il peut habiter au fond de la banlieue et il mettra 2 heures le soir pour revenir. Donc, ne diabolisons pas. Mais justement, c'est pour ça qu'on disait que Paris est aussi un désert médical. Il faut former quand même plus de médecins. Et moi, je voudrais que dans le cursus de formation, on soit capable, et je l'ai obtenu en partie dans l'Académie d'Orléans-Tours, non pas qu'il passe uniquement 6 mois avec un médecin référent comme vous, madame, mais 12 mois, voire 18 mois, qui découvre cette magnifique chose qu'est la médecine libérale et la médecine générale, qui est la porte d'entrée de la médecine. Je voudrais juste rebondir sur un truc que vous avez dit qui est très important. C'est que finalement, on s'installe dans les endroits qu'on connaît. Et on ne s'installe finalement, entre guillemets, que dans les endroits qu'on ne connaît, parce qu'on ne peut pas aller dans un endroit qu'on n'a pas connu. Et c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir utiliser le levier de la formation et le levier des stages, le levier de l'accueil en stage et le levier de l'accompagnement. Et peut-être qu'il manque une étape d'accompagnement entre la fin de l'internat avec peut-être un médecin qui pourrait être référent, un peu tuteur,
une personne référente, une personne ressource pour le jeune médecin, qui sache qui contacter s'il a un souci, une gestion administrative qu'il ne sait pas faire, quelque chose comme ça, et ça pourrait être intéressant de faire ce lien-là. Margot Bayard, brièvement, parce que avant après, ça, je voudrais demander il y a aussi avant le choix des ECN, le choix de la médecine générale, comment l'examen elle est national enseignée, classant, faut expliquer. comment elle est enseignée avant leur choix d'examen classant national, avant l'internat. Faire un choix de la médecine générale. Tout est fait pour le CHU, le CHU et le CHU. C'est un défaut de formation des jeunes médecins. Moi, j'ai été formé dans un CHU. J'étais à la séance publique des hôpitaux de Paris et je suis parti en province. Vous voyez, je ne m'en porte pas trop mal. Je suis très heureux de ce que je peux faire au quotidien. Docteur Simon, deux internautes sur les plateformes de téléconseil. Une nous dit qu'elle est très sceptique sur ces plateformes et une autre lui dit avec les plateformes, certaines personnes ont le temps de mourir. Alors, donc, mais rien n'est parfait. Hein. Donc, la seule chose, l'esprit, je dirais, ça a été dit déjà sur ce plateau, l'esprit des plateformes de téléconseil, c'est faire un premier filtre de la demande. Quand vous faites du téléconseil et que vous avez une urgence, il ne faut pas dire qu'on ne sait pas gérer à distance une urgence médicale. Je donne un exemple classique, mais souvent sorti, c'est en Suisse, par exemple, c'est souvent l'exemple qui est cité, c'est la personne qui, à 4 heures du matin, disons, appelle la plateforme pour savoir si elle peut prendre du Doliprane, elle a une douleur thoracique. Bon, et en fait, le médecin qui est au bout lui dit, écoutez, ce n'est pas le Doliprane qu'il vous faut, il faut que vous soyez directement aux urgences, car vous êtes en train de faire un syndrome de menace d'infarctus du myocarde. Donc, vous voyez, un médecin d'expérience peut tout à fait, dans l'appel, dans la demande, repérer ce qui est bénin, ce qui peut attendre 24 heures, 48 heures, ce qui est urgent. Le problème, c'est que dans la raréfaction, vous allez les trouver où, ces médecins? Madame, on dit c'est ça la question. Il faut bien en former plus et en attirer plus vers la médecine libérale. Margot Bayard, Philippe Vigier, je voudrais qu'on revienne sur une autre alternative qui est proposée, dont on a beaucoup parlé depuis le début, c'est celle des maisons de santé. Et je vous propose d'écouter justement le témoignage de cette médecin dans le nord de la France, propos encore recueillis par Élodie Bougoin. Je m'appelle Vanessa Fortané, je suis médecin généraliste installé depuis 2 ans en maison de santé pluriprofessionnelle à Bury, dans le sud de l'Oise, en zone prioritaire. Ça peut faciliter l'installation de gens qui veulent travailler en équipe. L'équipe est constituée, ils n'ont pas de démarche particulière à faire. Ça permet de lutter contre l'isolement du professionnel. L'idée de base, n'était pas forcément de m'installer là, mais quand la proposition s'est faite, c'est une région que je connaissais bien, je connaissais les professionnels autour, je connaissais les structures hospitalières. J'avais ma famille autour, j'avais des amis autour vu que j'ai grandi là, donc j'ai pas de trou dans mon emploi du temps. Il y a plus de demandes que d'offres de consultation, donc il faut s'arranger avec ça, arriver à prioriser les demandes des patients, en frustrer quelques-uns parce qu'on dit non. Alors, on va revenir justement sur cette question de la frustration des patients, et ça, vous l'exprimez beaucoup sur justement le Figaro.fr et la page Facebook du Figaro. Juste un point vraiment rapidement, à votre avis, les maisons de santé, est-ce que c'est la solution? Alors, je dirais la solution, c'est l'organisation, le travail en équipe, la maison de santé. Quand je viens de passer par la case maison de santé pour me confronter, et ça renvoie à ce que disait Agnès Buzyn tout à l'heure sur les ARS qui vont organiser. Les ARS, donc les agences régionales de santé qui vont organiser le travail des professionnels, les permanences de soins. Ça ne marche pas dans ce sens-là. C'est des fonctions support aux professionnels qui vont organiser. Il faut aller dans l'autre sens, partir des professionnels. Donc la maison de santé, pas de souci, c'est un bon modèle. Si on s'associe en fait. C'est un bon modèle. Le problème de la maison de santé, c'est surtout le projet qui porte la maison de santé. Il y a des maisons de santé, moi j'ai un exemple où ce sont des maisons de santé qui ont été mises parce que crainte de désertification et qui ont été portées par des communautés de communes, et on a mis dedans des gens. Et mettre des gens ensemble sans projet de santé, ce qui fait la valeur ajoutée de la maison de santé, c'est le travail en équipe et c'est le projet de cette équipe. On se rejoint tout à fait sur cette question-là. Effectivement, on sait qu'aujourd'hui les jeunes médecins, ils aspirent particulièrement à exercer en groupe, et les maisons de santé, c'est une solution, c'est pas la solution, mais c'est une solution qui est intéressante, mais le projet doit vraiment être porté par les professionnels et accompagné par les tutelles, par les ARS et par les collectivités, et c'est vrai qu'on identifie un besoin dans une population, on monte un projet par les professionnels, et finalement le projet entre guillemets immobilier de la maison de santé, ça vient en dernier parce que c'est pas forcément le plus compliqué
compliqué. Et c'est très lourd. Et c'est très lourd comme projet à monter. C'est très lourd en termes de logistique pour répondre aux attentes des ARS qui sont différentes. Il y a des ARS facilitantes, des ARS qui ne le sont pas. Et je peux vous assurer que c'est un vrai travail de titan. Il faut être motivé pour le faire. Les ARS sont donc les agences régionales de santé. Madame a raison, d'autant plus que c'est la rencontre d'un projet médical et d'une volonté politique. Voilà. S'il n'y a pas les deux, ça ne marche pas. Avec Absolument. un sujet. Vous voyez, la ministre, dans votre interview, elle disait, Madame Buzyn disait, j'ai demandé aux ARS de prendre des dispositions. C'était il y a 5 mois. 5 mois plus tard, on en est où? Nulle part. C'est la raison pour laquelle on crée cette commission d'enquête parlementaire transpartisane, je dis bien transpartisane, où nous, on sera, j'espère, en capacité, non pas de faire une ou deux propositions, parce que je ne crois pas à une ou deux propositions magiques, je crois à une somme de propositions. Mais en tout cas, je dis, parce qu'on va faire 70 auditions, ceux qui voudront être auditionnés le seront, ça sera le fruit et la synthèse de la volonté des uns et des autres, mais je vais vous dire, ça ne sera pas une commission d'enquête qui débouchera sur rien, parce que c'est un drame, et surtout, on n'a pas parlé de l'avenir. Alors les 10 prochaines années sont dramatiques. Alors justement, les 10 prochaines années, mais ça, Pierre Simon l'a évoqué tout à l'heure, et sur la question sur cette question des maisons de santé, vous vouliez intervenir? Oui, je pense qu'il faut que la société aussi change un petit peu sa vision du médecin. Il faut que les gens acceptent d'être pris en charge par une équipe et pas uniquement par un médecin isolé. Hein. Et je crois que ça, c'est une mutation qu'on a fait à l'hôpital il y a déjà 20 ou 30 ans. Hein, et que la personne qu'on voit en consultation et qui vient ensuite dans le service en hospitalisation, elle n'est pas prise en charge par le médecin qui avait été vu en consultation. Alors, être prise en charge par une équipe, ça peut intéresser les internautes, mais justement, ce qu'ils ressentent, c'est que parfois, il y a un sentiment qu'il faut qu'ils aillent voir moins le médecin, et c'est ce qu'on peut penser à la fois quand on écoute le témoignage de ces internautes recueillis par Juliette Saint-Jean, et ensuite le témoignage de ces médecins, on les écoute. Alors on peut dire que du côté des internautes, c'est plutôt l'entraide qui prime. Marguerite habite dans un hameau dans le Vaucluse. Pour voir un médecin généraliste, je dois faire jusqu'à 25 km. J'ai 69 ans et je n'ai pas le permis de conduire. Et il n'y a qu'un quart par jour. Heureusement que mon fils habite à côté. Provençaux, lui, se sont délaissés. À Saint-Martin-du-Crau, commune de 15 000 habitants dans les Bouches-du-Rhône, 8 ou 9 médecins généralistes, aucun médecin de garde. Pour le soir et week-end, c'est les urgences. Il y a 2 ou 3 pédiatres dans les villes alentours d'Arles et de Salon de Provence qui ont déjà un gros bassin de population à traiter. Laurent explique que sa mère ne peut plus se déplacer. J'ai été obligée de demander aux voisins si, en cas d'urgence, je pouvais faire appel à eux en attendant que j'arrive. Quant à moi, et comme beaucoup de gens que je connais, l'automédication est plutôt courant, faute de médecins. Jo, lui, habite dans un petit village des Pyrénées et raconte qu'il est impossible d'avoir un rendez-vous auprès d'un spécialiste. Ça fait 3 ans que je ne peux plus voir de dermato et 4 ans pour l'ophtalmo. On paye cher un service inexistant. J'ai trouvé la solution. Je vais voir ces spécialistes lorsque je suis en vacances à l'étranger. Alors, autre élément qui fait penser que l'on est en train de muter, ce témoignage de cette médecin installée en Bretagne, là encore au micro d'Élodie Bougouin. Marie Brosset, je suis médecin installée dans une petite commune de 3500 habitants et avec un collègue médecin généraliste et puis d'autres professionnels de santé paramédicaux. On a décidé de s'installer ensemble dans un cabinet qui était déjà monté par une mairie et où il y avait déjà des professionnels de santé paramédicaux à l'intérieur. La démographie médicale du lieu était assez tendue. Du coup, l'éducation des patients est nécessaire pour éviter des consultations qui s'embolisent et des consultations qui ne sont pas toujours nécessaires. Et puis au niveau de l'organisation du cabinet, il faut être assez carré pour ne pas se faire submerger parce que quand on est submergé, on a du mal à travailler et puis on ne tient pas longtemps, quoi. Il nous reste moins de 3 minutes et il y a quelques questions encore importantes à régler. Juste quand même cette question, c'est quand même un ressenti qui est très fort. Est-ce que finalement la solution ou la mutation, c'est pas se faire moins soigner et moins aller chez le médecin? Margot Bayard.
La mutation, c'est surtout, effectivement, peut-être aller moins chez le médecin, donc pour des choses mineures, mais c'est aussi être en capacité d'être accompagné par une équipe, accepter d'être pris en charge par une infirmière. Moi, je travaille avec une infirmière azalée qui prend en charge les patients atteints de pathologies chroniques. Elle m'aide à suivre les diabètes, ce qui fait qu'à un moment donné, mon patient diabétique est bien équilibré, je peux le voir qu'une fois par an ou 2 fois, et en fonction de sa demande. C'est aussi ça, et c'est aussi être en capacité de s'autonomiser, mais avec de l'aide. Et ça veut dire de l'éducation à la santé, ça veut dire de la prévention, ça veut dire un changement important. L'assouplissement du numerus clausus, est-ce que ce serait une solution ? Il a déjà été assoupli, il a été doublé depuis le début des années 2000. Et ça a répondu à la problématique ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choix de... Parce que d'abord, il y a eu un départ en retraite massif. D'accord, ça a pas... Que s'est accentué la volonté des jeunes médecins que je comprends. Si on ne l'avait pas fait, ça aurait été encore pire. Ah mais ceux qui ont décidé ça au début des années 85, ça c'était des énarques extraordinaires, qui avaient expliqué au ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelait Jacques Barrot, pour qui j'ai une pensée particulière, que moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de dépenses d'assurance maladie. Vous voyez le niveau de la réflexion. Donc, simplement, non, on arrive à autre chose. On a cette nouvelle modélisation, ce qui me permet d'insister. Il faut continuer de l'ouvrir, mais surtout, de grâce, qu'un jeune garçon ou une jeune fille qui loupe son entrée en deuxième année de médecine pour 1/4 de point ou 1,5 point, et qui est conduit à aller en Roumanie, comme ça se passe, ou dans d'autres pays comme la Bulgarie, non, ça n'est pas bien du tout. Donc il faut quand même garder cet assouplissement. Il faut l'ouvrir, mais ce n'est pas que cela, c'est une réorganisation complète des études médicales. Sortir une partie des internes de CHU, je le dis, leur expliquer que dans des centres hospitaliers généraux, dans des centres hospitaliers régionaux, comme par exemple à Orléans, ou d'entre autres villes de France. Médecine générale. Vérifier rapidement, juste, ça, on a compris, attirer les médecins étrangers, est-ce que c'est une solution ? Non, surtout pas. En plus, on va déshabiller ces territoires. Oui. Vous savez, c'est comme tous les problèmes de développement qu'on vit avec les migrants. C'est près de 12% des médecins en France. Déjà qu'il y a 20 000 médecins, non, je tiens à dire ici publiquement qu'il y a 20 000 médecins dont on sait que les diplômes ne sont pas normalement au niveau de ceux des médecins français. J'avais même déposé un amendement dans la loi de sécurité sociale pour que le Vous reviendrez pour nous le donner, parce que je voudrais Pierre Simon nous dise la télémédecine et la téléexpertise. Bon, écoutez, moi je vais faire rapidement, simple. Il nous reste 30 secondes. Je pense que c'est l'avenir du XXIe siècle. C'est une forme de médecine, ce n'est pas toute la médecine. C'est une forme de médecine à distance qui va répondre à des besoins. La téléconsultation pour permettre à des gens handicapés, vieux, qui ne peuvent plus se déplacer, d'être suivis à distance. La téléexpertise, c'est le constat que la médecine actuelle, ne peut plus être, je dirais, ne peut plus être prise en charge uniquement par un seul médecin. Il y a les maladies chroniques montrent qu'il faut des spécialistes, il faut que les médecins généralistes coordonnent les soins, et donc la téléexpertise permet d'éviter des consultations vers les spécialistes en face à face, et donc il faut développer la téléexpertise. De plus, la téléexpertise, c'est une fonction apprenante, c'est une formation continue, permanente des médecins moderne. Maxence Piton. On attend énormément de la téléexpertise, un peu moins de la téléconsultation, parce que pour nous, le seul réel enjeu de la téléconsultation, c'est de parfois pouvoir éviter un déplacement. C'est une consultation par Skype, en fait. Voilà, ça peut éviter un déplacement qui prend du temps et qui peut ne pas forcément être justifié, mais par contre, on a un réel enjeu, effectivement, sur la téléexpertise, parce que ça peut permettre de débrouiller des situations complexes en présence du patient, du spécialiste de second recours et du médecin généraliste, et d'avoir une conclusion et une prise de décision partagée sur place, au lieu de différer une consultation à 15 jours avec un compte-rendu qui va nous revenir, qui ne va pas correspondre, qu'il va falloir qu'on rappelle le spécialiste et qu'on perd du temps. Les médecins généralistes seront en capacité de libérer du temps pour cette téléexpertise. Donc, s'organiser. Merci pour toutes ces précisions. Vous reviendrez, on continuera à suivre, notamment peut-être, sûrement même, les résultats de la commission d'enquête menée par Philippe Vigier. Merci en tout cas de vos explications et d'avoir ouvert le débat et de vos informations, de vos éclairages. Merci à Élodie Bougouin qui a assuré avec Anne-Emmanuel Isaac l'organisation et l'illustration de ce débat. Vous retrouvez l'ensemble des témoignages dont vous avez vu des extraits sur Figaro Live et la suite des programmes sur Figaro Live. Le talk, Yves Tréhard reçoit Christine Revaud-Dallon, eurodéputée socialiste, et les autres programmes sont à retrouver juste au-dessus de cet écran dans l'onglet Figaro Live, aujourd'hui sur Figaro Live. Et avant de se quitter, on retrouve Ariane Lecoeur sur focus sur une promesse d'Emmanuel Macron, aller chez le dentiste, l'opticien et l'ORL sans débourser 1 euro. Où en est-on ? Apparemment, les négociations patinent sérieusement. C'est en tout cas des infos de Marie-Cécile Renaud, journaliste au Figaro Économie. Bonjour Marie-Cécile Renaud.
Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste au service économie. Alors, on s'en souvient, Emmanuel Macron avait promis de rembourser à 100% les lunettes, les prothèses auditives et les prothèses dentaires. Pourquoi ces 3 produits, alors qu'a priori les Français sont plutôt bien lotis en la matière, bien remboursés? Effectivement, c'est une promesse phare de la campagne d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ça a même été repris dans la série Baron Noir par la présidente qui est jouée par Anna Mouglalis. Et elle promet, elle aussi, de rembourser l'optique, le dentaire. Voilà. Emmanuel Macron s'est engagé là-dessus. Pourquoi? Parce que finalement, les Français sont plutôt bien remboursés. Une fois qu'ils payent leurs frais de santé, une fois remboursés par la sécurité sociale, par leur mutuelle, il leur reste 8% à débourser de leur propre poche. C'est ce qu'on appelle grand-chose. C'est toujours ça, mais c'est pas grand-chose si on compare aux autres pays européens, avec 8% de ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qui sort directement de notre poche. La France se situe à le plus faible reste à charge de tous les pays européens. Donc, on est plutôt bien classé. Mais c'est une moyenne. Ça prend en charge tous les soins, y compris l'hospitalisation. Or, sur certains postes, comme les lunettes, l'optique, le dentaire et l'audioprothèse, là, le reste à charge peut être très important. Par exemple, sur les audioprothèses, le reste à charge est de 50%. Un petit peu plus de 50%. Donc sur une prothèse qui vous coûte 1 500 € à peu près par oreille, donc 3 000 pour les deux, eh bien vous allez débourser 750 € de votre poche. Donc c'est beaucoup, ce qui du coup fait renoncer à l'équipement pour certaines personnes. Et très décourageant. Oui, d'ailleurs sur les 6 millions de Français malentendants, il n'y a que 30% de personnes appareillées. Et c'est ce qui a poussé Emmanuel Macron à faire cette promesse. Donc l'idée, ce serait de faciliter l'appareillage et d'arriver à un taux de 40 à 45% à moyen terme. Alors donc c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on en est où de cette promesse dans l'avancée des négociations? C'est enclenché. Les discussions ont commencé en janvier entre l'assurance maladie, les complémentaires santé et les professionnels de chaque filière. Mais alors c'est assez compliqué, bien sûr, parce qu'il faut le financer. Donc l'idée de départ est de définir un panier de soins de base essentiel qui sera remboursé à 100%. Mais tout ne sera pas mis dans ce panier de soins. La ministre avait eu cette petite phrase qui a été beaucoup reprise sur le fait que les montures Chanel ne seraient pas remboursées. Oui, tout ce qui relève d'un choix personnel, essentiellement esthétique, ne sera pas remboursé. Et ça, chaque Français peut le comprendre. Mais l'idée, c'est de passer d'un reste à charge subi à un reste à charge choisi. Vous choisissez. Donc c'est assez compliqué finalement à mettre en place parce qu'il faut mettre des interlocuteurs assez différents d'accord. Voilà, il y a des interlocuteurs qui sont nombreux, qui sont différents. Les problématiques sont différentes selon les trois filières. Par exemple, les dentistes, on savait que ce serait compliqué parce que il y a une négociation en plus sur leurs tarifs. Mais l'idée, c'est de plafonner le prix des prothèses. En contrepartie, de revaloriser les soins conservateurs, ce qu'on appelle les soins conservateurs, c'est-à-dire le traitement des dents, des caries, l'entretien des dents. Et ces tarifs sont très bas en France, donc il faut d'abord donner les moyens aux dentistes de bien gagner leur vie avant de plafonner le prix des prothèses. La ministre pensait aller plus vite avec les audioprothésistes et les opticiens. Elle pense pouvoir faire des annonces mi-juin au colloque de la Mutualité française. Mais les dernières réunions sont compliquées. Merci beaucoup Marie-Cécile pour toutes ces précisions. Donc un dossier à suivre attentivement sur lefigaro.fr et bien sûr dans les bonnes colonnes de votre journal.